Premier chapitre de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Premier chapitre. La fin d'un discours très applaudi. Présentation du docteur Samuel Fergusson. Excelsior. Portrait en pied du docteur. Un fataliste convaincu. Dîner au Travelers Club. Nombreux toasts de circonstance. Il y avait une grande affluence d'auditeurs, le 14 janvier 1862, à la séance de la Société royale géographique de Londres, Waterloo Place, 3. Le président, Sir Francis M., faisait à ses honorables collègues une importante communication dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements. Ce rare morceau d'éloquence se terminait enfin par quelques phrases ronflantes dans lesquelles le patriotisme se déversait à pleine période. L'Angleterre a toujours, à la tête des nations, car on l'a remarqué, les nations marchent universellement à la tête les unes des autres, par l'intrépidité de ses voyageurs dans la voie des découvertes géographiques, assentiments nombreux, le docteur Samuel Fergusson, l'un de ces glorieux enfants, ne faillira pas à son origine. De toutes parts, non, non. Cette tentative, si elle réussit, elle réussira, reliera en les complétant les notions éparses de la cartologie africaine. Véhémente approbation. Et si elle échoue, jamais, jamais. Elle restera du moins comme l'une des plus audacieuses conceptions du génie humain, trépignement frénétique. Hurrah, hurrah, fit l'assemblée électrisée par ces émouvantes paroles. Hurrah pour l'intrépide Fergusson, s'écria l'un des membres les plus expansifs de l'auditoire. Des cris enthousiastes retentirent. Le nom de Fergusson éclata dans toutes les bouches, et nous sommes fondés à croire qu'il gagna singulièrement à passer par des gosiers anglais. La salle des séances en fut ébranlée. Ils étaient là pourtant, nombreux, vieillis, fatigués, ces intrépides voyageurs que leur tempérament mobile promena dans les 5 parties du monde. Tous, plus ou moins, physiquement ou moralement, ils avaient échappé aux naufrages, aux incendies, aux tomahawks de l'Indien, aux casse-têtes du sauvage, aux poteaux du supplice, aux estomacs de la Polynésie. Mais rien ne put comprimer les battements de leur cœur pendant le discours de Sir Francis M. Et, de mémoire humaine, ce fut là certainement le plus beau succès oratoire de la Société royale géographique de Londres. Mais, en Angleterre, l'enthousiasme ne s'en tient pas seulement aux paroles. Il bat monnaie plus rapidement encore que le balancier de The Royal Mint, la monnaie de Londres. Une indemnité d'encouragement fut votée séance tenante en faveur du docteur Fergusson, et s'éleva au chiffre de 2500 livres, 62 500 francs. L'importance de la somme se proportionnait à l'importance de l'entreprise. L'un des membres de la société interpella le président sur la question de savoir si le docteur Fergusson ne serait pas officiellement présenté. Le docteur se tient à la disposition de l'Assemblée, répondit Sir Francis M. Qu'il entre, s'écria-t-on, qu'il entre. Il est bon de voir par ses propres yeux un homme d'une audace aussi extraordinaire. Peut-être cette incroyable proposition, dit un vieux commodore apoplectique, n'a-t-elle eu d'autre but que de nous mystifier? Et si le docteur Fergusson n'existait pas? Cria une voix malicieuse. Il faudrait l'inventer, répondit un membre plaisant de cette grave société. Faites entrer le docteur Fergusson, dit simplement Sir Francis M. Et le docteur entra au milieu d'un tonnerre d'applaudissements, pas le moins du monde ému d'ailleurs. C'était un homme d'une 40aine d'années, de taille et de constitution ordinaire. Son tempérament sanguin se trahissait par une coloration forcée du visage. Il avait une figure froide, aux traits réguliers, avec un nez fort, le nez en proue de vaisseau de l'homme prédestiné aux découvertes. Ses yeux fort doux, plus intelligents que hardis, donnaient un grand charme à sa physionomie. Ses bras étaient longs
et ses pieds se posaient à terre avec l'aplomb du grand marcheur. La gravité calme respirait dans toute la personne du docteur, et l'idée ne venait pas à l'esprit qu'il pût être l'instrument de la plus innocente mystification. Aussi les hurrahs et les applaudissements ne cessèrent qu'au moment où le docteur Fergusson réclama le silence par un geste aimable. Il se dirigea vers le fauteuil préparé pour sa présentation, puis, debout, fixe, le regard énergique, il leva vers le ciel l'index de la main droite, ouvrit la bouche et prononça ce seul mot, Excelsior. Non, jamais interpellation inattendue de messieurs Bright et Cobden, jamais demande de fonds extraordinaire de Lord Palmerston pour cuirasser les rochers de l'Angleterre n'obtinrent un pareil succès. Le discours de Sir Francis M. était dépassé, et de haut. Le docteur se montrait à la fois sublime, grand, sobre et mesuré. Il avait dit le mot de la situation. Excelsior. Le vieux Commodore, complètement rallié à cet homme étrange, réclama l'insertion intégrale du discours Fergusson dans The Proceedings of the Royal Geographical Society of London, bulletin de la Société royale géographique de Londres. Qu'était donc ce docteur et à quelle entreprise allait-il se dévouer? Le père du jeune Fergusson, un brave capitaine de la marine anglaise, avait associé son fils dès son plus jeune âge aux dangers et aux aventures de sa profession. Ce digne enfant, qui paraît n'avoir jamais connu la crainte, annonça promptement un esprit vif, une intelligence de chercheur, une propension remarquable vers les travaux scientifiques. Il montrait en outre une adresse peu commune à se tirer d'affaire. Il ne fut jamais embarrassé de rien, pas même de se servir de sa première fourchette, à quoi les enfants réussissent si peu en général. Bientôt son imagination s'enflamma à la lecture des entreprises hardies, des explorations maritimes. Il suivit avec passion les découvertes qui signalèrent la première partie du XIXe siècle. Il rêva la gloire des Mungo Park, des Bruce, des Caillé, des Levaillant, et même un peu, je crois, celle de Selkirk, le Robinson Crusoé, qui ne lui paraissait pas inférieur. Que d'heures bien occupées il passa avec lui dans son île de Juan Fernandez. Il approuva souvent les idées du matelot abandonné. Parfois, il discuta ses plans et ses projets. Il eût fait autrement, mieux peut-être, tout aussi bien, à coup sûr. Mais, chose certaine, il n'eût jamais fui cette bienheureuse île, où il était heureux comme un roi sans sujet. Non, quand il se fut agi de devenir premier lord de l'amirauté. Je vous laisse à penser si ces tendances se développèrent pendant sa jeunesse aventureuse, jetée aux quatre coins du monde. Son père, en homme instruit, ne manquait pas d'ailleurs de consolider cette vive intelligence par des études sérieuses, en hydrographie, en physique et en mécanique, avec une légère teinture de botanique, de médecine et d'astronomie. À la mort du digne capitaine, Samuel Fergusson, âgé de 22 ans, avait déjà fait son tour du monde. Il s'enrôla dans le corps des ingénieurs bengalais et se distingua en plusieurs affaires. Mais cette existence de soldat ne lui convenait pas. Se souciant peu de commander, il n'aimait pas à obéir. Il donna sa démission, et moitié chassant, moitié herborisant, il remonta vers le nord de la péninsule indienne et la traversa de Calcutta à Surat. Une simple promenade d'amateur. De Surat, nous le voyons passer en Australie et prendre part en 1845 à l'expédition du capitaine Sturt, chargé de découvrir cette mer Caspienne que l'on suppose exister au centre de la Nouvelle-Hollande. Samuel Fergusson revint en Angleterre vers 1830 et plus que jamais possédé du démon des découvertes. Il accompagna jusqu'en 1853 le capitaine McClure dans l'expédition qui contourna le continent américain du détroit de Behring au cap Farewell. En dépit des fatigues de tout genre et sous tous les climats, la constitution de Fergusson résistait merveilleusement. Il vivait à son aise au milieu des plus complètes privations. C'était le type du parfait voyageur, dont l'estomac se resserre ou se dilate à volonté, dont les jambes s'allongent ou se raccourcissent suivant la couche improvisée, qui s'endort à toute heure du jour et se réveille à toute heure de la nuit.
Rien de moins étonnant dès lors que de retrouver notre infatigable voyageur, visitant de 1855 à 1857 tout l'ouest du Tibet, en compagnie des frères Schlaginweit, et rapportant de cette exploration de curieuses observations d'ethnographie. Pendant ces divers voyages, Samuel Fergusson fut le correspondant le plus actif et le plus intéressant du Daily Telegraph. Ce journal à un penny, dont le tirage monte jusqu'à 140 000 exemplaires par jour, et suffit à peine à plusieurs millions de lecteurs. Aussi le connaissait-on bien, ce docteur, quoiqu'il ne fût membre d'aucune institution savante, ni des sociétés royales géographiques de Londres, de Paris, de Berlin, de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, ni du club des voyageurs, ni même de Royal Polytechnic Institution, où trônait son ami, le statisticien Cockburn. Ce savant lui proposa même un jour de résoudre le problème suivant, dans le but de lui être agréable. Étant donné le nombre de milles parcourus par le docteur autour du monde, combien sa tête en a-t-elle fait de plus que ses pieds, par suite de la différence des rayons? Ou bien, étant connu ce nombre de milles parcourus par les pieds et par la tête du docteur, calculer sa taille exacte à une ligne près. Mais Fergusson se tenait toujours éloigné des corps savants, étant de l'église militante et non bavardante. Il trouvait le temps mieux employé à chercher qu'à discuter, à découvrir qu'à discourir. On raconte qu'un Anglais vint un jour à Genève avec l'intention de visiter le lac. On le fit monter dans l'une de ces vieilles voitures où l'on s'asseyait de côté, comme dans les omnibus. Or il advint que, par hasard, notre Anglais fut placé de manière à présenter le dos au lac. La voiture accomplit paisiblement son voyage circulaire, sans qu'il songeât à se retourner une seule fois, et il revint à Londres, enchanté du lac de Genève. Le docteur Fergusson s'était retourné, lui, et plus d'une fois pendant ses voyages, et si bien retourné qu'il avait beaucoup vu. En cela, d'ailleurs, il obéissait à sa nature, et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il était un peu fataliste, mais d'un fatalisme très orthodoxe, comptant sur lui et même sur la Providence. Il se disait poussé plutôt qu'attiré dans ses voyages, et parcourait le monde semblable à une locomotive qui ne se dirige pas, mais que la route dirige. Je ne poursuis pas mon chemin, disait-il souvent, c'est mon chemin qui me poursuit. On ne s'étonnera donc pas du sang-froid avec lequel il accueillit les applaudissements de la société royale. Il était au-dessus de ses misères, n'ayant pas d'orgueil et encore moins de vanité. Il trouvait tout simple la proposition qu'il avait adressée au président Sir Francis M. et ne s'aperçut même pas de l'effet immense qu'elle produisit. Après la séance, le docteur fut conduit au Travellers Club, dans Pall Mall. Un superbe festin s'y trouvait dressé à son intention. La dimension des pièces servies fut en rapport avec l'importance du personnage, et l'esturgeon qui figura dans ce splendide repas n'avait pas 3 pouces de moins en longueur que Samuel Fergusson lui-même. Des toasts nombreux furent portés avec les vins de France aux célèbres voyageurs qui s'étaient illustrés sur la terre d'Afrique. On but à leur santé ou à leur mémoire, et par ordre alphabétique, ce qui est très anglais, à Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baïki, Baldwin, Barth, Batuda, Becket, Beltrame, Duberba, Bimbashi, Bolognesi, Bolvic, Bolzoni, Bonnemain, Brisson, Broyne, Bruce, Brun-Rollet, Burchell, Burkhardt, Burton, Caillot, Caillé, Campbell, Chapman, Clapperton, Clos, Bay, Colomieux, Courval, Cumming, Cunny, Desbonneau, Dequesne, Denham, Desavanché, Dixon, Dixon, Dochart, Duchaillu, Duncan, Durand, Duroulet, Duverrier, Erard, d'Escayrac de Lauture, Ferré, Fresnel, Galinier, Galton, Geoffroy, Golbery, Anne, Alme, Arnier, Heckart, Euglin, Horneman, Houfton, Humbert, Kaufmann, Noblescher, Krapf, Kummer, Lafargue,
Lingue, Lajaille, Lambert, l'Amiral, Lemprière, John Lander, Richard Lander, Lefèvre, Lejean, Levaillant, Livingstone, McCarthy, Magyar, Maizan, Malzac, Moffat, Molien, Montero, Morrison, Mungo Park, Nemans, Overwood, Panet, Partario, Pascal, Peirce, Peddy, Penay, Petherick, Poncet, Prax, Raffnel, Rath, Rebman, Richardson, Riley, Ritchie, Rocher d'Héricourt, Rangaoui, Rocher, Ruppel, Saunier, Speck, Sedner, Thibault, Thomson, Thornton, Toole, Tousny, Trotter, Tuckey, Tyrwhitt, Vaudet, Vessière, Vincent, Vinco, Vogel, Walberg, Warrington, Washington, Werne, Wild, et enfin au docteur Samuel Fergusson qui, par son incroyable tentative, devait relier les travaux de ces voyageurs et compléter la série des découvertes africaines. Fin du premier chapitre.